J'ai choisi en ce jour de fête de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël d'inviter dans mon émission Décryptage Ilan Grazamer, grand professeur de sciences politiques de l'université de Bar-Ilan et de Sciences Po et d'autres universités, qui a beaucoup écrit sur l'identité d'Israël et son évolution dans l'histoire, mais aussi sur l'Europe et aussi sur l'histoire de France, avec une très belle biographie de Léon Blum, publiée chez Flammarion. Alors, bonjour Ilan Grazamer. Bonjour Annette. Bonjour Annette. Alors, comme c'est mon cousin, nous nous tutoyons, donc bonjour Ilan. Alors, Israël aujourd'hui, l'avenir de l'Europe, la guerre en Ukraine et la gauche française, qui se réclame encore du Front populaire de Léon Blum, mais s'en éloigne. Tout ça sont des sujets brûlants d'actualité. Alors, commençons par la présentation d'Ilan Grazamer, que j'ai connu, mon cousin, quand il s'appelait Alain Grazamer. Et il était diplômé, sorti premier de sa promotion de Sciences Po Paris, et à qui le directeur de Sciences Po de l'époque lui a posé la question eh bien maintenant, qu'allez-vous faire? L'ENA, bien sûr. Et Alain, qui ne s'appelait pas encore Ilan, a dit non, je pars en Israël. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, plus ou moins. Nous étions arrivés premier ex aequo, mon ami Jean-David Lévite, qui après allait faire la carrière qu'on sait aux côtés de Sarkozy. Et effectivement, le ambassadeur de France à Washington. Ambassadeur de France à Washington, c'était mon chef de patrouille OSEI, d'ailleurs, dans le passé. Et le directeur de Sciences Po nous avait dit, mais vous allez certainement tous les deux faire l'ENA, et tous les deux nous avions répondu que ça ne nous intéressait pas. À l'époque, il y avait encore un classement de sortie de l'école. Il y avait encore le classement. Jean-David Lévite voulait faire de la diplomatie et a fait le concours du Quai d'Orsay. Il avait appris le chinois et le malais et d'autres langues ésotériques. Et moi, je voulais, à cette époque, partir en Israël. Et donc, nous n'avons fait ni l'un ni l'autre l'ENA. Mais j'ajouterais que moi, je n'ai pas fait l'ENA, mais ma cousine Delphine l'a fait. Donc, dans la famille, nous avons quand même eu un ENA, une ENA. En l'occurrence, oui. Absolument. Et donc, tu aurais fait l'ENA, tu aurais eu peut-être cette carrière d'ambassadeur, de ministre, Je ne sais pas. Je ne serais pas entré dans le privé parce que je n'ai jamais eu de goût ni pour l'économie, ni pour les finances, mais j'aurais peut-être fait autre chose dans un autre domaine. Mais à l'époque, j'avais décidé de partir en Israël. Et donc, après mon doctorat, j'ai fait mon alia, comme beaucoup d'autres gens qui ont fait leur alia entre la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Beaucoup de jeunes... Juste après la guerre des 6 jours, en fait. Oui, un peu après, quand même, mais avant la guerre de Kippour. Et oui, c'était dans l'enthousiasme général généré par la guerre des 6 jours, Israël, le pays, Jérusalem, etc. Et un pays nouveau surtout, parce que une des grandes différences entre Israël et la France, c'est que la France est un pays très installé, très institutionnalisé, avec des traditions, etc., tandis qu'Israël était et restait largement un pays nouveau, où tout se fait, tout se crée, dans un sens ou dans un autre, bien et mal, mais enfin, on a l'impression de participer à quelque chose qui est en train de se faire. Je ne suis pas sûr qu'en France, j'aurais eu la même impression. Justement, puisqu'on parle d'un pays qui se crée, qui bouge, etc., tu as écrit un essai qui s'appelle, je crois, « Quelle nouvelle identité ?» à propos d'Israël. Oui, alors, de quoi, en fait, tu voulais parler sur la nouvelle identité?
Non, essentiellement, tous mes travaux de recherche comme chercheur, comme professeur, au cours des années, ont été essentiellement Israël et la société israélienne. J'ai fait quelques incursions dans la politique française, essentiellement, comme tu l'as rappelé, mes travaux sur Léon Blum, mais en gros, l'essentiel de mes recherches sont sur la société israélienne, l'identité israélienne, les partis politiques israéliens, les différents groupes et clivages de la société israélienne. La question de la religion. Et la question de la religion et de l'État, tout ça, ça a été des livres que j'ai écrits. Peut-être que celui que je préfère est celui sur la nouvelle histoire d'Israël. Et c'est un essai qui est paru chez Gallimard sur l'identité israélienne, ou plutôt les différentes identités israéliennes, parce qu'il y en a plusieurs. Et justement, donc, Ilan Graesamer, on est en ce jour donc, de l'anniversaire de la déclaration de l'indépendance. De quelle identité parles-tu? Quelles sont ces identités? Comment tu as vu l'évolution de la société israélienne? Et si on peut voir à quoi ça ressemble en 2022? Bon, il faut rappeler que l'idée de créer un État juif était une idée tout à fait utopique parce que, bon, c'est sûr, les Juifs avaient un certain nombre de traits communs, mais ils vivaient dans des sociétés extrêmement différentes, pas seulement ashkénazes et séfarades, mais il y avait des gens religieux, des gens laïcs, toutes sortes de gens, et c'était un peu une utopie que de vouloir les rassembler tous, comme pensait Théodore Herzl, dans un même État juif. Celui qui a réalisé cela, c'est David Ben-Gurion, et qui s'est confronté à ce problème de la multiplicité des identités juives et qui a essayé de donner aux Israéliens une identité commune, ce qui n'était pas facile. Donc on a créé des mythes, des symboles, que ce soit Masada ou d'autres histoires de ce genre, pour essayer de former une identité. Alors, ça a en partie réussi, c'est-à-dire qu'il y a un fond commun à tous les Israéliens. Quand les gens disent les Israéliens ont beaucoup de chutzpah et ne tiennent pas beaucoup compte de ce que leurs interlocuteurs pensent, c'est tous pratiquement. Mais il y a quand même des identités israéliennes extrêmement différentes qui sont confrontées les unes aux autres, et ça se traduit par des luttes politiques et sociales extrêmement, même extrêmement violentes, et arriver même jusqu'à l'assassinat d'un Premier ministre, comme ça a été le cas d'Yitzhak Rabin. Alors, tu parlais de l'histoire, des nouvelles histoires. Ton essai chez Gallimard s'intitulait La nouvelle histoire d'Israël, parce que c'était sur les nouveaux historiens qui ont remis en question pas mal de choses de l'histoire d'Israël. Par exemple. Finalement, les nouveaux historiens ont tout remis en question depuis les origines du sionisme jusqu'à aujourd'hui. Non, l'idée est que Israël, qui a aujourd'hui 74 ans quand même, n'est plus un État qui vient de naître et qui a besoin de se raconter des histoires et de faire de la propagande sioniste comme on faisait avant, c'est-à-dire donner un grand coup de sionisme aux gens en leur racontant n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est un État, il faut bien le dire, moderne, riche dans l'ensemble, très évolué, vraiment qui, dans le domaine du high-tech, est tout à fait en pointe, qui a une armée très forte, qui a une police, qui a une économie. Et donc, ce n'est plus tellement nécessaire de raconter des histoires aux gens. Et ce qu'ont fait les nouveaux historiens, c'est qu'ils ont remis les choses en place. Il y a des choses qui ont eu lieu dans l'histoire d'Israël qui n'étaient pas extraordinaires, qui n'étaient pas Des formidables. massacres.
Il y a eu toutes sortes de choses, hein, notamment au cours de la guerre d'indépendance, la guerre de 1948, où on a mis dehors pas mal d'Arabes palestiniens. Euh, Ben Gurion était assez gêné par tous ces, disons, ces zones d'obscurité, et on a essayé pendant des années, pendant les années 50, les années 60, de raconter de belles histoires aux gens et aux enfants dans les écoles. Bon, ce que les nouveaux historiens ont dit, principalement à partir des années 80, c'est qu'il n'y a plus besoin de ça. C'est qu'Israël n'a plus besoin et doit regarder son passé, et Besoin notamment de se raconter l'histoire. et de pas, voilà. Alors, parce que finalement, il y avait plein de mythes, quoi. Par exemple, on Par prend, exemple, eh ben, on peut donner plusieurs exemples. Par exemple, l'histoire de Masada. L'histoire de Masada, qui n'a absolument aucune importance dans l'histoire juive, qui n'est racontée que par l'historien Flavius Joseph, qui était un historien romanisé. Je ne sais pas si on peut tellement lui faire confiance. Bon, c'est l'histoire d'une résistance sur ce rocher, mais qui se termine par le suicide collectif des combattants de Masada. Alors, Ben Gurion, par exemple, la résistance en haut du rocher, ça lui plaisait beaucoup. Le suicide collectif, ça ne lui plaisait pas, donc on a mis ça de côté. C'est un exemple de travail sur on les... sait quand même que c'est un suicide collectif. On le savait dans Oui, l'histoire, non? oui, mais c'est la même chose qu'en ce qui concerne la Shoah. Euh, Israël a très longtemps mis l'accent sur l'héroïsme. L'héroïsme, par exemple, Le ghetto de la Varsovie. révolte, la révolte du ghetto de Varsovie et les partisans, etc. Et tout ce qui est victime, tout ce qui est signe de faiblesse, ça n'allait pas avec l'épopée sioniste, et donc on mettait ça de côté. Alors, Masada, de la même façon, Masada, on a fait monter les soldats, prêter serment sur le rocher, etc. Mais on n'a pas insisté sur d'autres aspects peut-être moins sympathiques. De la même façon, la guerre d'indépendance, on va insister sur les grandes épopées, comment on a atteint Eilat, par exemple, au bout du désert, etc. Mais les histoires de massacres ou d'expulsion de Palestiniens dans ce que les Arabes appellent la Nakba, non, ça, on laisse ça de côté. Et ce qu'ont fait les nouveaux historiens, c'est de dire, on n'a pas besoin d'avoir honte de son histoire. Les Français parlent de la Révolution française. On sait très bien que dans la période de la terreur, plein de gens ont été tués sans raison, mais c'est la Révolution française. On ne va pas en couper des morceaux pour faire plaisir à la postérité. Enfin, on a eu du mal en France. Napoléon, la Révolution française, la guerre d'Algérie, Vichy, on a aussi eu du Oui, mal avec l'histoire. Hein. oui, mais je crois Le travail a qu'aujourd'hui, été au bout d'un fait. moment, Oui. les gens comprennent que ça ne porte pas atteinte à l'identité nationale que de reconnaître des choses qui se sont passées dans la colonisation ou dans les guerres, etc. Et c'est ce qui s'est passé en Israël, et c'est ce que j'ai raconté dans ce livre, La nouvelle histoire Donc, d'Israël. justement, donc tu penses que le boulot a été fait, c'est-à-dire que maintenant, l'histoire est l'histoire, et pas Bon, le mythe. non, encore aujourd'hui, dans certains cercles, et en particulier dans la droite israélienne nationaliste, on n'aime pas que on rappelle des choses qui ne vont pas dans le sens de l'héroïsme juif. Et non, on n'aime pas ça. Récemment, notre Premier ministre Naftali Bennett est resté à côté du ministre des Affaires étrangères américain lorsque celui-ci a parlé de la violence des colons dans les territoires.
Alors la droite a violemment critiqué Naftali Bennett. Pourquoi n'es-tu pas intervenu en disant à M. Blinken, non, il n'y a pas de violence des colons. Bon, donc il y a encore des cercles en Israël qui n'aiment pas trop qu'on raconte La des vérité. choses qui ne sont pas à l'avantage d'Israël. Oui, mais c'est des faits quand même. La violence, il y a de la violence. C'est même pas de l'histoire, là. C'est l'information. Non, non, la droite israélienne ne reconnaît finalement rien. Et lorsqu'on parle de violence des colons, tout de suite, la droite est extrêmement excitée qu'on emploie des termes de ce genre. Donc, au total, le travail des nouveaux historiens a été fait, mais il y a encore de nombreux cercles en Israël qui n'aiment pas cette remise Alors, en question. je rappelle ton essai, ça s'appelait donc La nouvelle histoire d'Israël, parue chez chez Gallimard il y a Gallimard. quelques années. Ah, Voilà. puisqu'on parle des colons, on va parler 3000 des Palestiniens. Ce qui m'a frappé dans les dernières campagnes électorales que j'ai suivies comme journaliste souvent, c'était que en fait les Palestiniens n'étaient pas dans la question des Palestiniens n'était pas dans les campagnes multiples campagnes, il y en a eu beaucoup. C'était pas le sujet dans le débat politique. Il était invisible ou presque. Non, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. La question palestinienne n'est pas à l'ordre du jour en Israël. Et bon, évidemment, de mon point de vue, c'est tout à fait regrettable, mais c'est un fait. Ça vient d'un certain nombre de choses. Premièrement, ça vient du fait que rien ne bouge, rien ne se passe. Et au bout d'un moment, une certaine lassitude s'instaure et les gens commencent à s'intéresser à d'autres choses et ont d'autres chats à fouetter. Pour les choses étant ce qu'elles sont, l'autorité palestinienne à Ramallah, le Hamas à Gaza, rien ne bouge, rien ne change. D'ailleurs, les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël et qui sont Les accords d'Abraham. pas seulement, parce qu'après les accords d'Abraham, il y a eu aussi, par exemple, le Maroc qui a établi des relations diplomatiques. Et il y a 2, 3 ou 4 pays arabes ou musulmans qui sont en négociation avec Israël pour élargir ça. Ce sont des pays arabes qui n'ont pas renoncé à la question palestinienne, mais s'il faut attendre que cette question soit résolue pour profiter du high-tech israélien, pour établir des relations diplomatiques ou militaires, bon, ils peuvent attendre alors encore très longtemps. Donc c'est vrai, la question palestinienne, sauf pour la gauche israélienne, bien sûr, mais qui est très minoritaire, la question palestinienne n'est pas à l'ordre du jour. Alors, je dois dire que donc Ilan Graesemer, tu es une espèce un peu effectivement minoritaire de juifs religieux et de gauche. Oui, d'une façon générale, la gauche est très minoritaire en Israël. Euh, mais si on regarde du côté des intellectuels, des artistes, des musiciens, des écrivains, évidemment, là, c'est en bloc que des gens comme Amos Oz, Yoshua, David Grossman et d'autres se trouvent dans le camp de la gauche, dans le camp de la paix. Mais ça, c'est une petite minorité intellectuelle en Israël. Le gros de la population israélienne n'est pas d'accord avec les options de la gauche. Le gros de la population israélienne pense que Israël doit être fort, doit se renforcer, avoir une armée performante et que c'est ça qui est important. Oui, d'où l'invisibilité de la question palestinienne sur la scène politique, en particulier dans les campagnes d'élection et réélection. À ce propos, le débat en France, comme tu as vu, est aussi sur la question de la proportionnelle. Et donc, moi, j'ai vu en Israël comment la proportionnelle arrivait quand même à des impasses. On n'arrivait pas à former des coalitions. C'était infernal quand même.
Or maintenant, la proportionnelle est quelque chose qui est mis en avant par toute la classe politique française depuis pas longtemps, surtout au cours de la dernière présidentielle, sur la différence entre l'élection à majorité et l'élection à la proportionnelle. Oui, bon, ça c'est une vieille discussion de sciences politiques, puisque parmi les pays démocratiques, il y en a qui ont le système majoritaire et il y en a qui ont le système proportionnel. On ne peut pas dire que l'Angleterre, par exemple, qui a un système majoritaire extrême, puisque c'est un système majoritaire à un tour, est plus ou moins démocratique que des pays qui ont la proportionnelle. C'est un choix. Donner la proportionnelle a cet avantage que les différents courants de la population sont représentés. Et c'est quand même très positif de penser. Si je prends l'exemple de la France, bon, ça veut dire qu'il y aurait une représentation pour la France insoumise, pour les communistes, pour les socialistes, pour les macronistes, pour les gens de droite, pour les gens d'extrême droite, pour les gens super d'extrême droite, genre Zemmour. Donc, les différentes catégories de population sont représentées, mais ça crée une instabilité politique bien connue. Dans le cas d'Israël, le choix depuis très longtemps a été la proportionnelle parce qu'il s'agit d'une population extrêmement variée et on ne peut pas supprimer la représentation, par exemple, des ultra-orthodoxes ou des Arabes ou de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Donc ça paraît extrêmement difficile en Israël d'adopter un système majoritaire. En France, c'est un peu différent parce que je pense qu'il y a des différents politiques, idéologiques, mais il n'y a pas comme en Israël des clivages ethniques comme nous avons de toutes sortes. Donc, moi, personnellement, ayant un regard sur la France et sur le système politique français, je ne changerai pas ce système parce que je trouve qu'en même temps, il donne quand même une représentation aux différents groupes, mais il ne crée pas une instabilité, comme il y a eu en Italie d'ailleurs pendant des années, où il n'y avait pas de gouvernement viable. Donc, si je donnais un conseil aux Français, ça serait de garder le système qu'ils ont actuellement, qui me paraît, dans l'ensemble, assez satisfaisant. Alors, pour aussi parler du rapport entre la religion et l'État, qui est quand même très spécial en Israël, tu as écrit un livre dessus, je pense, et tu as également parlé des extrémistes religieux, de leur rôle dans l'histoire. C'est des livres différents. J'ai écrit un livre qui analyse les rapports entre religion et État, qui est paru aux éditions du Cerf. Et avant cela, j'avais écrit un livre sur les ultra-orthodoxes en Israël. Ça s'est paru aux presses de Sciences Po. Les hommes en noir. Les hommes en noir. Et oui, Israël, en un mot, n'a pas de séparation entre la religion et l'État. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de possibilité de mariage civil en Israël. On ne peut pas se marier civilement, on ne peut pas se marier avec quelqu'un d'une autre religion. Il n'y a que le mariage religieux. Bon, évidemment, chez les juifs, chez les rabbins, chez les chrétiens, chez les prêtres, chez les musulmans, chez les mouftis, etc. Mais il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État en Israël. Le concept de laïcité qui nous agite beaucoup en France n'est pas à l'ordre du jour. Ça n'existe pas en Israël. Évidemment, les laïcs en Israël ne sont pas contents, ne sont pas très contents. Il n'y a toujours pas de liaison de transport public le Shabbat. C'est une bataille quand même, ça. Comment? C'est une bataille, ça bouge quand même. Non, tout est une bataille, mais en gros, il n'y a pas eu de changement considérable dans le statu quo, puisque ça s'appelle comme ça, religion-État, depuis la création de l'État d'Israël. On est toujours quand même au même point, malgré les demandes des laïcs de changer
le système. Mais il ne faut pas oublier qu'en Israël, il y a trois populations. Il y a les orthodoxes, il y a les traditionalistes qui font un certain nombre de choses, surtout les juifs originaires des pays arabes ou d'Afrique du Nord notamment, et il y a les laïcs. Et au fond, sur cette question du statu quo, les traditionalistes et les orthodoxes sont dans le même camp. Ils ne veulent pas changer cela. On peut prendre un jeune originaire d'Afrique du Nord, par exemple en Israël, à Netanya ou à Ashdod, par exemple, et lui dire, est-ce que tu vas à la synagogue? Oui, bien sûr, le Shabbat, on fait le kiddush, etc. Est-ce que tu prends un transport en commun? Est-ce que tu prends ta voiture le samedi après-midi? Oui, pour aller au match de foot, sûrement. Est-ce que tu es pour qu'il y ait le mariage civil en Israël? Non. Donc, les traditionalistes sont très proches des orthodoxes dans cette défense du statu quo, ce qui fait que ça ne changera pas avant pas mal de temps. Donc, ça ne va pas bouger, ça. Je ne crois pas que dans les des années proches, ça change, ça m'étonnerait beaucoup. Bon, les Israéliens vivent avec ça. Ceux qui veulent faire à tout prix un mariage civil passent la journée à Chypre, par exemple, en prenant l'avion du matin et en se mariant à Larnaca et en revenant dans la soirée. Bon, c'est ce que les Israéliens... Oui, après, le certificat de mariage est reconnu en Oui, Israël. tout à fait. C'est-à-dire que le mariage non religieux n'est pas possible en Israël, mais celui qui s'est marié à l'étranger, même avec un non-juif, quoi, peut faire homologuer son mariage par le ministère de l'Intérieur ici. Bon, bref, c'est très curieux parce que d'un côté, Israël est une société démocratique, disons-le. Oui, absolument. D'un autre côté, société démocratique sans séparation de la religion et de l'État, ce qui est assez bizarre, mais... C'est très étrange, en effet. Étrange, mais on cite justement Israël toujours comme un cas unique de ce genre, dans les livres, dans les articles, toujours Israël. C'est le cas bizarre, disons. Donc, ça ne va pas bouger, à ton avis? Non, les relations entre la religion et l'État ne bougeront pas dans les années futures. D'ailleurs, la vraie question, c'est qu'est-ce qui changera en Israël? Je ne pense pas grand-chose, sinon qu'Israël va être de plus en plus une grande puissance technologique. Et c'est déjà le cas. Il y a aussi la question des citoyens israéliens arabes, les Arabes israéliens qui sont quand même, sont combien, 20% de la population? Non, 21%. Ah, j'étais pas loin, 21%. Non, ils sont plus. Ils ont été 20%, mais maintenant ils sont 21% de la population, ce qui est considérable. Bon, les Arabes israéliens, il faut rappeler que ce sont les Arabes qui sont restés en 1948 dans les frontières de l'État d'Israël. À l'époque, ils étaient 160 000 à rester dans les... Ils n'ont pas été dans la Nakba, dans l'exil et la tragédie des Palestiniens. Ils sont restés dans le territoire de l'État d'Israël. Ben Gurion leur a donné tout de suite la citoyenneté. Et aujourd'hui, ils sont donc 10 fois plus qu'à cette époque. Ils sont citoyens israéliens, ils votent, ils peuvent être élus, ils ont des partis politiques d'ailleurs. Et leurs deux grands sujets, c'est évidemment, la solidarité avec le peuple palestinien dans les territoires, et deuxièmement, la volonté d'avoir l'égalité entière des droits, disons, de s'intégrer pleinement à la société israélienne. La chose nouvelle, c'est ce parti qui s'appelle Ra'am, dirigé par le député Mansour Abbas, qui a choisi de mettre la question palestinienne pour l'instant de côté, puisqu'il n'y a rien à en faire, et de participer au gouvernement. Voilà, tout miser, évidemment, de demander en contrepartie d'énormes avantages économiques et en tout genre pour la société arabe israélienne. C'est un fait nouveau.
Je pense que beaucoup d'Israéliens, justement, se rallient à lui, beaucoup d'Arabes israéliens se rallient à lui, parce que il a obtenu du gouvernement Bennett des budgets extrêmement considérables qu'avant, les partis arabes d'extrême gauche n'avaient pas obtenu, parce qu'il liait constamment la question palestinienne à cette question d'égalité des droits, et donc ça ne marchait pas. Mais ça permet aussi d'intégrer un petit peu plus les citoyens arabes israéliens dans la réussite économique, dans le boom économique, parce que les villages, par exemple, de Galilée, étaient, du point de vue des infrastructures, étaient quand même déshérités par rapport à d'autres villes israéliennes, etc. Donc ça rattrape un peu le retard. Oui, en plus de ça, il ne faut pas oublier que l'économie israélienne est excellente et fait un bond en avant de croissance que les autres pays en général ne connaissent pas, parce que la croissance a été très forte en Israël, même pendant la période du Covid. Et évidemment, ils font partie de cette progression, de cette croissance économique. Ils en reçoivent également les fruits. Je le vois chez mes étudiants à l'université, très nombreux étudiants arabes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir une bonne vie, comme tout étudiant dans le monde, étudier gestion des affaires, étudier le droit pour être avocat, etc., etc. Mais tu dirais qu'ils sont en voie d'intégration quand même. Enfin, par exemple, dans les hôpitaux, il y a énormément de médecins arabes, israéliens. Est-ce que vraiment la synergie, c'est vers l'intégration? Vers l'intégration, ils ne renoncent pas évidemment à leur solidarité avec le peuple palestinien. Mais comme au niveau, on en revient à la question palestinienne, rien ne bouge, rien ne change, eh bien il reste l'option de l'intégration, d'avoir une bonne vie. Et il y a énormément, pas seulement de médecins israéliens, mais également d'hommes d'affaires, d'avocats connus. Et bon, maintenant, quand vous leur posez la question, ils diront, nous n'oublions pas la cause palestinienne, mais ce n'est pas le sujet dont on parle actuellement. Alors, pour parler quand même, comme tu es quand même spécialiste de sciences politiques, parler quelques minutes de la France. Ben, là, aujourd'hui, tout ce qui se passe du côté de la gauche, en particulier du Parti socialiste, qui, à l'heure où nous parlons en pleine négociation avec Jean-Luc Mélenchon, il se réfère toujours avec cette photo du Front populaire avec Léon Blum au milieu de ses ministres en 1936 en disant c'est notre modèle. Donc, Non, mais de toute façon, à Léon Blum. Donc, Mélenchon a peu de rapport avec Léon Blum. non, mais de toute façon, c'est ce qui se passe toujours. Les différents partis politiques évoquent les grands ancêtres. Est-ce que les gaullistes sont fidèles à la pensée du général de Gaulle? Je n'en suis pas sûr. En Israël, vous trouverez énormément de gens qui disent la tradition d'Yitzhak Rabin, je suis dans l'esprit d'Yitzhak Rabin, etc. Je ne pense pas du tout. Mais rappelez-vous que Lénine et Staline disaient nous sommes les interprétateurs de Karl Marx. À mon avis, Karl Marx n'aurait pas été extrêmement d'accord avec Oui. ce qu'ils ont fait de ça. Je pense qu'il n'avait pas anticipé ça, non. Enfin, Donc, on peut parler de Léon Blum, évidemment, il est mort, donc il ne peut pas oui, Lénine quand même. les contredire. Comme Léon Blum est resté, on peut dire, une icône de la gauche française, ça fait bien de se réclamer de lui. Mais en réalité, quel était le socialisme de Léon Blum? Léon Blum était d'abord et avant tout, à mon sens, un humaniste. Il était dans la tradition de Jean Jaurès, la tradition d'un socialisme, il était socialiste, mais d'un socialisme extrêmement soucieux des droits de l'homme, de l'égalité, de l'humanitaire, etc.
Je ne vois pas dans ce que dit Mélenchon et la France insoumise de grandes connexions avec ce que disait Léon Blum. Sur la France, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a un vide entre ce que représente Mélenchon et ce que représente Macron. Et dans ce vide, avec tout le respect dû aux écologistes et aux autres, ou à ce qui reste du Parti communiste et du Parti socialiste, il n'y a rien. Il y a ce que représente Mélenchon et la France insoumise, et il y a ce que représente Macron, c'est-à-dire quelque chose que nous connaissons bien en Israël, qui est le centre. Puisqu'en Israël, nous avons plusieurs partis du centre, que ce soit Yair Lapid avec le Yesh Atid, que ce soit Benny Gantz avec son parti bleu-blanc, tout ça c'est le centre, tout ça c'est Macron au fond. C'est-à-dire quelque chose qui n'est ni très à gauche, ni très à droite, qui est entre les deux. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est un changement majeur. Beaucoup de gens se reconnaissent dans le centre parce que le centre n'est pas idéologique. Les gens ne se reconnaissent plus dans les idéologies. Quand les gens viennent avec du baratin, genre nationalisation d'un côté ou privatisation de l'autre, ce qui intéresse les gens, c'est de voir le pays progresser sur le plan économique, de voir le coût de la vie être moins élevé. Le coût de la vie est quelque chose d'important, mais vraiment, on est dans une période où les idéologies n'ont pas vraiment un rôle, en tout cas pas le rôle qu'elles avaient avant. Et, non, là, ce qui m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que ça fait éclater les partis idéologiques. Et moi, je me souviens quand Macron est rentré dans la danse, si je peux le dire, il y a 5 ans, tous mes amis journalistes disaient ça ne peut pas marcher parce que le centre n'a jamais gagné en France. Il n'a pas de parti, le centre n'a jamais gagné. Il n'est pas au courant que les choses ont changé. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, justement, des gens comme Macron en France, comme Yair Lapid en Israël, par exemple, sont des gens sans idéologie. Ils n'ont pas de credo. Je suis sûr que aussi bien Macron que Yair Lapid veulent faire le mieux possible et réussir le mieux possible, mais ils n'ont pas d'idéologie. Ce n'est même pas, j'entends des gens dire, mais ce Macron est de droite ou ce Macron est de... Non, il n'est rien du tout. Il représente simplement une volonté pragmatique de faire progresser la France, quand même avec des idéaux qui restent largement des idéaux humanistes, même si quelquefois... Oui, mais justement, ce qu'on a vu dans la dernière campagne pour les présidentielles, c'est ce retour fracassant de l'idéologie, justement, dans la politique, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. L'idéologie a fait un gros comeback avec des certitudes. Par exemple, Mélenchon qui dit « je veux transformer le peuple en peuple révolutionnaire », des mots qu'on n'avait pas entendus depuis très très longtemps, des choses comme ça, un grand retour de ce besoin d'idéologie. Oui, mais en même temps, je pense que aussi bien ce que dit Mélenchon, que j'ai lu en détail, que l'extrême droite, Marine Le Pen ou Zemmour, excusez-moi l'expression, c'est largement des conneries qui ne sont pas réalistes. Aucun des programmes de l'extrême gauche ou de l'extrême droite n'est applicable de toute façon, y compris l'Europe. C'est des slogans, c'est toujours les mêmes histoires qu'on entend depuis déjà très longtemps. Et je crois que la victoire de Macron est très largement la victoire du pragmatisme.
cessons de parler, en ce qui concerne Macron, de droite et de gauche. C'est un pragmatique qui va prendre des mesures qui pense être correctes, qui pense être... Et donc, de ce point de vue-là, personne, pour en revenir à Léon Blum, personne n'est l'héritier de Léon Blum en France. Le temps a passé, Léon Blum, c'est les années 30, 36. Aujourd'hui, la France est extrêmement différente et le débat n'est absolument pas le même. Olivier Faure, donc patron du PS, a tweeté tout à l'heure avec justement cette photo du Front populaire. Voilà, voilà, nous sommes les héritiers du Front populaire, nous allions avec Mélenchon. Oui, mais quand vous voyez le score de Anne Hidalgo, oui. Qu'est-ce qui reste au Parti socialiste sinon à rappeler le Front populaire et Léon Blum? Mais c'est assez pathétique, disons-le. Alors moi, je voulais justement lire un passage que tu as mis dans ta biographie de Léon Blum, qui est vraiment très bien. Il disait, alors c'est un texte qu'il a écrit quand il était interné à Buchenwald, donc c'était quoi, en 43, 44? Oui. Oui. Et il disait, non seulement je n'ai pas été gagné par la contagion des idées de représailles, non seulement je ne renie rien de mes convictions passées, mais au contraire, j'y persévère avec une certitude plus entière et une foi plus ardente que jamais. J'y persévère non pas quoique, mais parce que Français, socialistes et Juifs, les conditions de la paix véritable, je rappelle qu'il écrit ça pendant la guerre, les conditions de la paix véritable sont restées les mêmes, aussi bien que les conditions de la justice sociale. Elles ne sont pas à la merci de nos misères nationales ou personnelles. C'est un texte quand même magnifique. Oui, alors, d'abord, ce texte, c'est dans les lettres de Léon Blum que j'ai publié chez Gallimard aussi. À l'époque, Pierre Nora m'avait demandé de publier ces lettres que j'avais découvertes moi-même dans la collection Témoins. Donc, ça a été publié. Vous l'avez découverte où? Mais quand j'ai fait ma biographie de Léon Blum, j'avais fait la connaissance de la belle-fille de Léon Blum. Léon Blum a eu un fils, Robert Blum, et, bon, qui est mort, et sa femme, qui était âgée, vivait encore dans leur appartement de la cité universitaire. J'avais été la voir, et elle m'avait dit, allez voir dans le grenier, je ne peux pas y monter, mais il doit y avoir des documents intéressants. Et donc j'étais allé voir et j'ai retrouvé ce paquet de lettres que Léon Blum avait adressé à son fils pendant son internement à Buchenwald, pas dans le camp de Buchenwald, mais dans une maison à côté. Et c'est là qu'il y a ce texte qui est très beau, et parce qu'il ne sait pas s'il va survivre ou non. Il faut rappeler que son ami Georges Mandel a été sorti de cette même maison et a été assassiné par la milice. Donc il ne sait pas si... Milice française. Par la milice, bien sûr, la milice de Vichy. Et il ne sait pas s'il va survivre. Donc il écrit à son fils, je veux que tu saches que j'ai les mêmes idées. Et ce n'est pas mon internement qui change quelque chose à cela. J'ai les mêmes idées que celles que j'avais antérieurement. Et son idée là, c'est qu'à la fin de la guerre, malgré ce qu'on peut éprouver vis-à-vis des Allemands, il ne faut pas une politique de revanche contre l'Allemagne, mais la politique qui va être celle de l'Union européenne et de l'axe qui n'existait pas encore. Qui n'existait pas encore, mais il pensait que cette réconciliation franco-allemande, qui est exactement ce qui a eu lieu, devait avoir lieu et qu'il ne fallait pas faire de la revanche l'objectif essentiel. Il faut rappeler qu'après la Première Guerre mondiale, il avait été déjà très contre le traité de Versailles et ce qui avait été imposé à l'Allemagne.
Et donc, c'est ce passage. Et celui qui a trouvé que c'était un passage formidable, à part toi, Annette, c'est Monsieur Lévinas, qui a lu beaucoup de choses de Léon Blum et qui a dit écrire de pareilles choses alors qu'on est au fond du cachot dans la prison. Lévinas avait écrit c'est le comble de la noblesse. Alors, on va terminer sur Léon Blum, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans la gauche et ce qui reste en France. Je voulais signaler que tu seras à Paris pour une rencontre au musée d'art et d'histoire du judaïsme autour de Léon Blum, justement, le 15 mai à 15h. Voilà, c'est annoncé. Au musée Hommage. Oui, Hommage, voilà. Qui sera absolument passionnante. Donc, c'est le 15 mai. Merci, cher cousin, pour avec plaisir. Cette conversation entre Jérusalem où tu es et Paris où je suis. Mais c'est en ce jour donc de fête de l'indépendance, de la déclaration de l'indépendance, c'était bien de revenir en arrière et de faire un petit peu d'histoire. Merci.